On entend dans notre enfance une multitude d'injonctions, c'est-à-dire de phrases qui pourraient nous définir. Et sur cette multitude d'injonctions qu'on entend, on va inconsciemment en sélectionner quelques-unes auxquelles on va apporter du crédit. Et on va finir par tout simplement, tout naturellement, croire que nous sommes ces injonctions. Par exemple, on peut entendre « Qu'est-ce que tu es fiable ? On peut vraiment compter sur toi. » Et donc je vais me mettre à croire que je suis quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Je peux entendre « Tu seras jamais bon à rien, tu n'arriveras jamais nulle part. » Et je peux me mettre à croire à cette version et m'identifier à cette version. Une fois que je suis projeté dans mon monde d'adulte, je vais passer le plus clair de mon temps à essayer de nourrir ce personnage de fiction créé de toutes pièces par ces injonctions. C'est-à-dire que, à force de croire à ce qui a été dit dans mon enfance et dans mon adolescence, je finis par créer une sorte de double de moi, une sorte de personnage qui, lui, va incarner ces injonctions et qui va, en traversant la vie, chercher à se nourrir. Si vous voulez, ce personnage est énergivore. Il a énormément besoin d'avoir des preuves de son existence. Ce qui fait qu'on va tout naturellement glisser sur les lentilles à travers lesquelles on regarde la réalité, un filtre nous permettant de sélectionner la part de réalité dont on a besoin pour nourrir l'existence de ce personnage. La méthode la plus simple pour identifier quel personnage on incarne, pour savoir quel genre de personnage on s'est mis à revêtir, parce que je parle de vêtements parce que on s'habille comme notre personnage, on parle comme notre personnage, on agit comme notre personnage. Le meilleur moyen de savoir comment il fonctionne, d'identifier quel est l'angle de vue particulier qu'on choisit sur la vie pour nourrir notre propre avatar, c'est de répondre à cette question. Comment est-ce que je regarde la vie ? Quand j'ai compris quelle conclusion j'avais tendance à tirer de la vie, je comprends en fait quel regard particulier je souhaite avoir sur la vie. Si je réponds à la question « je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que », si je complète cette phrase, je comprends l'existence de mon personnage. Par exemple, on pourrait dire « je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que je m'en sortirai tout seul ». Je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que je n'en fais jamais assez. Je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve qu'ils ne me feront plus jamais de mal. Je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que le monde est douloureux. Je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que les gens ne sont pas prêts pour des gens comme moi sur cette planète. Je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve qu'ils ne peuvent pas comprendre mon amour. Et j'ai fini par capter, pour moi en tout cas, et ce n'est qu'une version du monde, qu'une façon de le comprendre, mais qui est la mienne aujourd'hui, que je ne pouvais pas faire de moi un être bon sans accepter simultanément en fait, que cet être ne soit pas bon. Ce qui fabrique le franc bon, c'est le franc pas bon qui va avec, qui est intrinsèquement lié à lui, et les deux ne sont pas séparables en fait. Donc, selon ce concept, cette volonté qu'on a tous plus ou moins, qui est consciente, mais parfois même peut-être inconsciente, d'avoir des valeurs moralement acceptées, d'essayer d'incarner ce que nous considérons comme le bien, va nous attirer automatiquement à l'inverse, vu qu'il y a toujours la polarité? Non, c'est pas comme ça que je le formulerais. Alors, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que j'aime pas trop la notion de j'attire à moi. Je trouve qu'il y a un truc un peu mystique, un peu perché, spirituel, je sais pas quoi, de j'attire la vie, machin. Je préfère la regarder d'une manière toute simple, c'est-à-dire c'est moi qui suis en train de regarder le réel et en fait j'ai juste à me rappeler que je ne peux pas tout voir d'un coup, que je vois qu'un morceau de ce réel et que finalement ce tri, cette sélection inconsciente du réel parle de ce que je m'attends à voir dans la vie. Donc c'est plutôt comme ça que je le prends. C'est pas que j'attire à moi ceci, cela, c'est que quand je regarde une personne, si je suis par exemple traumatisé
par des notions de violence. Lorsque je vais entrer en relation avec une personne, je vais d'abord mettre mon filtre sur est-il violent ou n'est-il pas violent, est-il une bonne personne ou est-il une mauvaise personne. Et évidemment, si je mets mon filtre là-dessus, je vais immédiatement trouver chez cette personne tout ce qu'il y a de l'ordre de l'agressivité, de la malveillance, de la violence, etc. Beaucoup de gens ont tiré la conclusion que cette personne est agressive, mauvaise ou violente. Moi, je vais en tirer la conclusion au contraire que moi, je cherche chez l'autre la violence et l'agressivité. C'est-à-dire que je vais finir par comprendre que ce que j'observe dans le monde, c'est ce que je cherche à observer. Et si je cherche à observer ça dans le monde, c'est parce que quelque part ça me sert, et c'est ça la question qui suit, quel est le bénéfice secondaire pour moi d'observer la violence dans le monde? En fait, tu viens de nous l'expliquer, ça me permet d'incarner le bien. Lorsque je vais voir le mal à l'extérieur, j'en tire la conclusion toute naturelle que moi, de là où je regarde, c'est le seul moyen qu'on ait d'être le bien. Parce que j'ai vu des milliers et des milliers de personnes, et j'ai vu à quel point, finalement, parfois, une attitude qu'on pourrait qualifier de bien est justement ce qui abîme. Comment il est très difficile de le voir, notamment, par exemple, dans la façon qu'on a d'éduquer nos enfants, de savoir quelle est la bonne attitude. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? Est-ce que, en fait, ouvrir et lâcher la bride, c'est bien, c'est mal? Couvrir et protéger, c'est bien, c'est mal? C'est très difficile, en fait, de tirer ces marrons du feu dans cette histoire-là pour en tirer la conclusion que notre attitude est la bonne. Et voilà, j'ai fini par comprendre ce système tout simple. Le seul moyen de me faire croire que je suis le bien, c'est de décrire le mal à l'extérieur. Je pense que l'obstacle principal à retrouver le pouvoir qu'on peut avoir dans la vie, c'est de devoir, à un moment donné, se rappeler que ce qu'on voit à l'extérieur est également une projection de nous et qu'il serait assez judicieux de ramener ces informations à l'intérieur si on souhaite se connaître. L'estime de soi ou la légitimité ne devrait pas passer par l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne devrait pas passer par une quête d'approbation, puisque finalement cette quête d'approbation me demande de renoncer à qui je suis profondément pour me mettre à incarner une sorte d'archétype bankable, un truc que les gens achètent facilement, type victime qui s'en remet malgré tout, héros qui sauve tout le monde, enfin bon, des archétypes qui finalement, moi aujourd'hui, en tant qu'individu, me filent la nausée. Je n'ai pas envie d'incarner ces trucs-là. J'ai envie d'accepter mon sentiment d'illégitimité. Je n'ai pas besoin de preuves à apporter pour avoir le droit de regarder le monde comme je le regarde, de l'envisager comme je l'envisage et d'oser m'exprimer comme je m'exprime. Je n'ai pas besoin en fait de légitimité, c'est-à-dire que quelqu'un de plus grand que moi, de plus en place que moi puisse me dire oui, je te valide dans ta vision de la vie. Ça ne me paraît pas nécessaire. Et finalement, effectivement, cette quête d'approbation de l'autre renvoie simplement, à mon sens, sur la peur de la folie. C'est-à-dire que si j'ose regarder le monde tel que je le vois, le penser tel que je le pense, et oser avoir ma version du monde, si je suis le seul à le faire, c'est que je suis fou. Quelqu'un qui regarde le monde à sa façon, de manière unique, est taxé de folie. Si par contre, je regarde le monde comme les autres et qu'on regarde tous la même chose, alors puisqu'on est plusieurs à voir le truc, c'est que ça doit être réel, donc on n'est pas fou. Moi, ce monde-là, c'est puéril, j'ai pas envie de naviguer avec ça. Si tout le monde pense la même chose, c'est vrai. Si tu es tout seul, c'est faux. Ça va, merci. Laissez-moi le droit, le choix de pouvoir avoir la responsabilité de mes points de vue, d'oser regarder le monde à ma façon, oser récupérer ma responsabilité dans ma manière de regarder le monde. J'ai remarqué à travers tout ça, et si tu veux, c'est empirique. Hein, c'est en ayant des exemples comme ça, il y a quelque chose un jour qui me choquait. J'étais dans un groupe. Il y avait environ 80 personnes, on venait de passer 4 jours ensemble, pour rien. C'est-à-dire on était là avec juste nos familles, pour rien faire, pique-niquer, jouer au ping-pong, se marrer, un truc cool où il n'y avait rien de spécial. C'est-à-dire pas de message sous-jacent, pas d'école sous-jacente, pas de travail sur soi, juste on est des amis, on se retrouve et on se marre. Et à la fin de ce séjour, où on avait passé un peu de temps ensemble, il y a plusieurs personnes, donc on se réunit pour se dire au revoir, il y a plusieurs personnes qui sortent les violons en mode « Oh là là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, comment je me suis senti accueilli, gna 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 » et ça fait chier tout le monde. Et les enfants commencent de se disperser, ça braille, ça part. Le groupe se délite. Et là, il y a une petite voix qui prend la parole et qui dit « Ah bah moi aussi ».
Lorsque je vis une émotion, on pourrait la regarder depuis son aspect mécanique, physique. Quand j'ai commencé de chercher à comprendre comment ça fonctionnait, j'ai voulu m'éloigner de l'aspect compréhension née de l'imaginaire, compréhension née du rien. J'avais envie en fait de regarder ça depuis un point de vue physique, depuis un point de vue matériel. Il s'avère qu'une émotion, d'abord, c'est une information qui est ressentie. C'est-à-dire, allô, votre fils vient de mourir, c'est une information. Lorsque l'information devient ressentie, ça devient une émotion. Cette information ressentie, d'un point de vue physique, c'est une charge électromagnétique, c'est-à-dire un courant magnétique, un courant électromagnétique qui va simplement chercher à me traverser de part en part. Si vous êtes observateur, vous verrez en fait que ce courant électromagnétique cherche à vous traverser du bas vers le haut. Vous sentirez que vos émotions arrivent d'abord les jambes, on le sent lorsqu'elles sont très fortes et que soit la paralysie, soit la fuite, soit le tremblement sont les premiers signaux de la force de l'émotion. Cette émotion en fait elle va monter, elle va nous traverser de part en part. On pourrait imaginer finalement que nous sommes une sorte de tube, une sorte de canal permettant à plus ou moins d'intensité d'être traversé, de nous traverser. Lorsque, pour X raisons, la charge électromagnétique qui cherche à me traverser ne va pas jusqu'au bout et s'arrête en chemin, c'est là que je dis que l'émotion n'est pas parvenue à destination, c'est là que je dis que l'émotion n'a pas été totalement vécue. Lorsque cette émotion n'est pas réellement vécue d'un point de vue physique, ça fait qu'il y a une énergie, oui, une énergie, ça reste un terme physique, une énergie qui reste stagnante, non circulante, comme sclérosée, verrouillée à un endroit de mon corps. Lorsque l'énergie ne circule plus librement dans mon corps, elle va créer un symptôme. Chaque symptôme dans la vie, de la plus petite ride au coin des yeux au cancer mortel, renvoie sur une énergie qui s'est mise à stagner à un endroit ou à un autre. Les émotions fortes qui s'arrêtent dans le corps, à un endroit ou à un autre, vont créer un symptôme. Il existe un moyen naturel de nettoyage de nos mémoires émotionnelles, et c'est ce phénomène que je souhaite décrire. Il existe un moyen naturel de nettoyage de nos mémoires émotionnelles, et c'est ce phénomène que je souhaite décrire. L'idée, en fait, c'est que j'ai donc, une fois que j'ai une émotion qui m'a assailli et que je n'ai pas pu l'emmener à destination, que je n'ai pas pu la vivre dans sa totalité, que je n'ai pas pu accepter cette charge électromagnétique dans sa totalité, il s'avère que je me retrouve donc avec une sorte d'information cristallisée qui reste stagnante à quelque endroit de mon corps. Cette information, donc, elle est stockée, verrouillée, je dis cristallisée parce qu'elle est simplement arrêtée. Si je me retrouve dans une situation qui génère la même sensation, une nouvelle vague va me traverser et entraîner avec elle, comme un tamis, entraîner avec elle tout ce qui correspond à sa vibration. Imaginons que j'ai de l'abandon qui soit stocké dans ma mémoire cellulaire, une vague d'abandon me traverse parce que je suis face à une scène que j'interprète comme de l'abandon, et cette vague me traversant va emmener avec elle les paquets stagnants dans mon système et me permettre de les amener un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, jusqu'à sortie, c'est-à-dire jusqu'à la dernière glande, jusqu'à la pituitaire. Ça va faire le chemin des glandes endocrines, ça va suivre le chemin du système nerveux central et enfin sortir de mon système. En attendant, tant que l'information est cristallisée dans mon système, je vais me retrouver face à des scènes dans la vie qui déclenchent chez moi ces émotions à coup sûr. Je peux expliquer le mécanisme. Il est simple, il est connu. Lorsque j'ai vécu quelque chose que j'ai interprété comme étant traumatisant. Je dis interprété parce que ça n'est pas forcément vécu. Prenons par exemple ces histoires d'abandon. Un enfant tire à un moment donné la conclusion que ses parents l'abandonnent pour X raisons. Ça peut être réel, c'est-à-dire les parents l'abandonnent,
9 fois sur 10, de ce que je vois dans les stages, etc., les parents ne l'ont pas réellement abandonné, mais l'enfant se sent abandonné. Ce qui revient au même, l'émotion est la même. C'est vrai que lorsqu'un parent perd son enfant dans un magasin, ça n'est pas dans le but de l'abandonner, mais l'enfant peut se sentir abandonné. Donc l'abandon est là. L'enfant va vivre cette émotion, mais dans son incapacité à se laisser pleinement traverser par tout ça, ou pour X raisons, l'information va stagner et s'arrêter dans le système, ce qui va faire que cet enfant va être habité par maintenant ce qu'on pourra appeler de la mémoire d'abandon. Ça va? Je peux expliquer comme ça? J'expliquais un peu plus tôt dans notre conversation que lorsque nous sommes en train de regarder le réel, la réalité, nous pensons faire face à l'ensemble de la réalité, alors qu'en fait, nous sommes face à une sélection de la réalité, puisque seule une partie du monde réel devient conscient chez moi, et le reste entre peut-être dans les couches non conscientes, qu'on pourra qualifier d'inconscient, subconscient, ça ne me regarde pas, mais seule une part du monde réel vient frapper mon conscient. Le reste passe à la trappe. J'expliquais donc que je suis toujours face à une sélection de la réalité. Comment s'opère cette sélection? Eh bien justement avec cette mémoire cellulaire. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple de cet enfant qui a ressenti l'abandon, une fois qu'il a ressenti l'abandon, il va, lorsqu'il va trier le monde réel, le trier en ayant sur ses lunettes la notion de l'abandon. Donc c'est quelqu'un qui va veiller à ne plus être abandonné, qui va veiller à ne plus jamais ressentir l'émotion de l'abandon. Pour ne plus jamais voir l'abandon, vivre l'abandon ou ressentir l'abandon, il va mettre ses lunettes sur faire attention de ne pas être abandonné. Ce qui revient à veiller et chercher l'abandon. Donc inconsciemment, cette personne se met à chercher l'abandon partout pour ne plus le vivre. Pourquoi elle le cherche, l'abandon? J'ai pas compris. En fait, elle veille, elle met son radar sur l'abandon parce que c'est ce qu'elle ne souhaite plus vivre. Une personne qui a vécu l'abandon se dit « ça, faut plus que je le vive ». Donc elle fait très attention à ne pas être abandonnée. Mais pour faire attention à ne pas être abandonnée, sur quoi doit-on mettre son attention? Sur l'abandon. La possibilité de l'abandon. Donc en fait, c'est ce sur quoi on veille. Comme une personne qui cherche tout le temps à être respectée, met son regard sur les marques de non-respect. Comme une personne qui fait de la communication non violente, passe son temps à chercher la violence dans la communication. C'est bête, mais c'est aussi simple que ça.